Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce cours vidéo dans lequel on va voir le module de l'écologie générale 1 dédié aux étudiants de la deuxième année universitaire et plus particulièrement la troisième semestre pour l'année universitaire 2022-2023. Donc, on va voir l'axe numéro 2 concernant les facteurs atmosphériques. Et dans cette partie, on va voir les facteurs hydriques et on va voir la situation, bien l'état de l'eau au niveau de l'atmosphère. Donc, je vais commencer premièrement par l'état de l'eau dans l'atmosphère et la surface terrestre. Donc, l'eau, il existe sous trois formes au niveau de l'atmosphère, soit la forme gazeuse, ou bien la forme liquide, ou bien la forme solide. Autrement dit, à l'échelle de l'atmosphère totale du globe terrestre, il existe ces trois formes de l'eau. Et pour la transformation de l'état liquide de l'eau à l'état gazeux, c'est ce qu'on appelle la vaporisation. La réaction inverse, c'est la condensation et de même la transformation de l'eau sous sa forme gazeuse à l'état solide, c'est ce qu'on appelle la condensation solide, et la réaction inverse, c'est la sublimation. En revanche, la transformation de l'eau sous sa forme solide à l'état liquide, c'est ce qu'on appelle la fusion, et la réaction inverse, la solidification. Donc, on a ces réactions, trois, ce sont des réactions qui dégagent de la chaleur. Donc, on a trois réactions qui dégagent de la chaleur, c'est la sublimation, la solidification et la vaporisation. Alors que les trois autres réactions, ce sont des réactions qui absorbent de la chaleur, c'est la condensation solide, la condensation normale et la solidification. Donc maintenant, on va voir quelques informations concernant le cycle de l'eau. Donc, parlons un peu du cycle de l'eau. Avec un peu tout, nous sommes familiers parce que chaque instant dans notre vie, nous faisons partie de ce cycle de l'eau. Donc, plongeons un peu dans ce cycle et commençons par l'évaporation. Donc, on peut commencer avec la surface de cet océan ou de ce lac. À tout moment, on aura l'eau qui s'évapore. Des molécules d'eau qui atteignent dans leur état liquide auront juste assez d'énergie pour quitter la surface et passer à l'état gazeux. Et l'eau à son état gazeux s'appelle ça la vapeur. Donc, cette vapeur d'eau, il va monter avec l'air qui a été chauffé à la surface sous l'action du soleil et ainsi d'autres dynamiques plus complexes. Et lorsqu'il monte dès que la température descend, la vapeur va se condenser en petites gouttelettes autour des particules d'air qui sont fines, autour des particules de poussière qu'on peut à peine voir. Donc, et ça va former du nuage. Donc, en effet, ce sont plein de petites gouttelettes. Ça veut donc dire que l'eau, de retour sous sa forme liquide, ce ne sont plus des molécules d'eau individuelles, elles vont maintenant interagir les unes avec les autres et ils condensent autour de ces petites molécules de poussière microscopiques pour former des gouttelettes. S'il fait suffisamment froid, pourront même former des petits cristaux de glace. Voilà donc ce sont les nuages. Voilà donc ce sont les nuages vont bouger avec le vent. Donc ils vont transporter ces particules ou bien ces petites gouttelettes grâce au vent. Et quand ces gouttelettes sont assez lourdes, ils peuvent précipiter là où ils avaient commencé leur voyage, dans l'océan juste ici, ou ils peuvent précipiter plus loin, par exemple dans cette montagne. Et si tu as les bonnes conditions dans cette montagne, qu'il fait assez froid, et si tu as les bonnes conditions et qu'il fait assez froid, ces précipitations pourraient être la neige. Et lorsque la température augmente, on aura un ruissellement, ici, comme vous voyez ici.
des fontes de glace. C'est ce qu'on voit ici. Donc, et la majeure partie de cette eau va pénétrer dans le sol par le mécanisme de l'infiltration. Et donc, on aura l'écoulement d'eau vers la nappe. Et une partie d'eau arrive quand même dans les lacs et les océans. Donc là, on a vu l'idée générale du cycle de l'eau, qui est l'évaporation, puis la condensation dans les nuages, et puis la précipitation, et ainsi continuer le cycle encore et encore. Donc, autrement dit, on a plusieurs étapes de cycle naturel de l'eau. Premièrement, les précipitations, ruissellement, infiltration, l'évaporation, mais évidemment on a encore d'autres acteurs qui jouent des rôles, par exemple les plantes. Donc les plantes vont prendre l'eau du couche supérieure du sol assez loin que les racines le permettant, et ils vont utiliser cette eau pour apport des nutriments du sol jusqu'à dans leurs feuilles, mais aussi pour utiliser l'eau dans la photosynthèse, et beaucoup de cette eau va être ensuite transpirée. Une fois de plus, cette transpiration, c'est en effet l'évaporation depuis les feuilles des arbres. Ici, tu peux avoir le mot sublimation. Eh bien, c'est en fait lorsque la glace va directement transformer à l'état gazeux, et puis la dernière étape, c'est condensation. Donc, comme je l'ai dit, nous faisons partie de tout ça. Et pourquoi faisons-nous partie de tout ça? Ce cycle, eh bien, parce que nous buvons de l'eau douce. Nos corps sont constitués majoritairement de l'eau. Les cellules dans notre corps sont en fait composées de 70% d'eau. Tout ce que nous étudions en biologie, c'est que l'eau est un élément de l'environnement pour tous les processus qui ont lieu. Donc, je passe maintenant à quelques informations concernant quelques étapes de ce cycle de l'eau. Donc, premièrement, l'évaporation. C'est le passage progressif de l'état liquide à l'état gazeux. Donc, ce phénomène est donc une vaporisation progressive qui a pour effet d'absorber de l'énergie thermique et donc de réduire de la température de l'environnement. Et parmi les facteurs qui favorisent l'évaporation, on a donc la température et l'apport d'énergie, les radiations solaires directes, la surface d'exposition. Plus on a une surface importante, plus on a l'évaporation qui est de plus en plus intense. Parmi les autres facteurs, la vitesse du vent, qui est un élément clé concernant le mécanisme de l'évaporation, l'humidité de l'air lorsqu'il est faible, donc l'évaporation sera plus importante dans un air sec que dans un air qui est humide. Il est donc à noter que le prélèvement d'énergie calorique nécessaire à l'évaporation se traduit par un refroidissement du corps qui a subi ce mécanisme de l'évaporation. Donc maintenant, on va voir les différents types de l'évaporation. Donc dans la nature, il existe deux types d'évaporation. Une évaporation physique au-dessus des océans, des mers et toute surface qui contient de l'eau. Et pour le second type de l'évaporation, c'est l'évapotranspiration physiologique. Elle est due aux plantes et le couvert végétal. Donc maintenant, on va voir la définition de l'évapotranspiration. Donc, c'est la quantité d'eau transférée vers l'atmosphère par l'évaporation au niveau du sol et au niveau de l'interception des précipitations et par la transpiration des plantes. Donc, il se définit par le transfert vers l'atmosphère de l'eau du sol, de l'eau interceptée par la canopée et des étendues d'eau. Elle se traduit par le transfert d'eau dans la plante et les pertes de vapeur d'eau au niveau des stomates de ses feuilles. Donc, on a deux types de l'évapotranspiration. Premièrement, l'évapotranspiration réelle.
L'évapotranspiration réelle d'une région représente l'eau réellement perdue par celle-ci sous forme de vapeur. Donc, elle se mesure à l'état naturel dans une station. Il dépend de différents paramètres. Donc, l'obtention de la transpiration réelle, elle dépend de la teneur en eau dans un sol, de leur nature en termes de texture et structure du sol, le type de végétation, les rayonnements solaires et l'humidité atmosphérique. Donc, on va voir maintenant la condensation. Donc, la condensation, c'est le phénomène physique de changement de l'état de la matière d'un état gazeux à l'état condensé, que ce soit solide ou bien liquide. Juste une petite remarque ici, c'est que le passage de l'état gazeux à l'état liquide est appelé aussi liquéfaction. Donc, dans la nature, la condensation de la vapeur d'eau est une étape importante du cycle de l'eau, à l'origine notamment de la rosée, du nuage, de la pluie, de la neige, du givre ou de certaines formes de verglas. Donc la condensation, autrement dit, c'est un mécanisme qui provoque une libération d'énergie qui est accompagnée donc d'une élévation de la température. Donc voilà, j'espère qu'on a vu assez d'informations concernant cette partie consacrée à l'eau dans l'atmosphère. Donc concernant la troisième partie, on va voir les différents types de l'humidité et plus particulièrement quelques informations concernant l'humidité absolue et l'humidité relative. Et merci pour votre attention.